de l'arrière-grand-père pour son arrière-petite-fille. Je trouve ça magnifique, j'ai trouvé ça très beau. Et dans cette armoire, il y a son héritage maternel. Et son héritage maternel, je vous dis pas. Non, quand même, il faut nous laisser un peu de suspense. Parce que sinon, j'en ai encore pour... On va voir si le public a des questions. Alors, une seule question à la fois. Surtout. Sinon, on va pas s'en sortir. Oh là là. Merci. Donc, aucune question? Bon, alors moi je vais en poser. Moi je vais en poser. Combien de temps, Mireille, vous mettez à écrire un roman? Attendez, parce que, hop, tu mets à écrire un roman, parce que ce sera plus simple. Entre les recherches et l'écriture, 3 ans. 3 ans, mais alors du coup, la totalité du texte. Oui. La totalité du texte. Et il y a combien de temps entre la... Moi j'écris vite sur l'écriture elle-même prend moins de temps que la recherche. C'est vrai. Et donc en fait, tu mets combien de temps d'écriture? Oui. En écriture, je mets 6 mois. 6 mois pour... et comment ça se passe? Comment tu t'organises? Moi, je m'organise comme toi, comme tout le monde. Je bosse toute la journée parce que je suis une frappadingue et que je ne peux pas arriver à décrocher. Mais plus les salons du livre, c'est-à-dire le temps qui me reste entre les salons du livre, la promo, les petits-enfants, les enfants, voilà. Donc je jongle comme tout le monde. Mais quand je m'y mets, mon mari est là, il pourra te le dire, je décroche complètement. Donc je m'enferme. Et j'oublie de manger, j'oublie tout. Enfin, normal, quoi, classique, quoi. Mais oui, après, l'écriture elle-même, ouais, ça me prend 6 mois. D'accord. Alors 6 mois à 10 heures par jour, hein, tu vois, donc c'est pas... Oui, mais tout est déjà prêt, les recherches sont prêtes. Les recherches, oui, les recherches, c'est-à-dire tous les éléments que j'ai eu, qu'il m'a fallu vérifier. Après, je ne sais jamais véritablement, moi je construis rien, je n'ai pas un schéma. T'as pas un plan? J'ai pas de plan. Tu sais pas où tu vas ou non. Tu sais où tu vas? Non. Je sais juste, je connais les grandes dates, les grandes lignes parce qu'elles sont dictées par l'histoire. Voilà, vous savez comment ça fonctionne. Hein. Il y a des choses incontournables sur lesquelles on ne peut pas. Voilà, il faut aller là. Mais je ne sais jamais quand j'ai fini mon chapitre, je ne sais jamais ce que je vais écrire le lendemain. Je suis exactement comme le lecteur, tu veux, dans l'attente, dans la. De savoir ce qui arrive au personnage. Ouais, et finalement c'est ça qui est intéressant, c'est d'être son premier lecteur et d'être dans l'excitation, dans l'angoisse, dans la peur. Parce que en fait, on est un petit peu comme un comédien. C'est-à-dire un comédien, à la différence d'un comédien, il va interpréter un rôle, c'est-à-dire qu'il va habiter le personnage et il va restituer le personnage devant l'écran, sur la scène, tout ça. Voilà. Sauf que nous, on avale tous les personnages. C'est-à-dire que quand on devient le pire salaud de la création, il faut aussi qu'on soit ce pire salaud de la création. C'est très difficile quand c'est aux antipodes de ce que l'on est, de ce que l'on pense. Quand je suis dans la peau de quelqu'un qui va assassiner un type, ça me révulse. Et en même temps, je me dis, mais vas-y, parce qu'il faut le faire. Vas-y, là, tu vois. Et il faut lui trouver des raisons. Il faut lui trouver des raisons. On ne peut pas être juste dans le personnage si on l'aime. Enfin, si on n'est pas ce personnage-là à un moment donné. Donc il faut aller chercher très loin. Donc émotionnellement, c'est épuisant, laminant, je ressors complètement vidée, mais en même temps, on est complètement maso parce qu'on en a encore. On en a encore, donc le lendemain, comme on s'est fait bien mal, évidemment, on a été dans la peau du meurtrier, par exemple, hein, c'est un exemple, et puis le lendemain, on est dans la peau de la victime, donc avec toute la haine qu'il faut développer à l'égard du mec qui vous a planté le poignard dans le ventre, par exemple. Hein. C'est qu'on était hier. Voilà, donc il faut être... et toute cette espèce de multifacette, comme ça crée... je n'irai pas jusqu'à la psychiatrie, mais voilà, on est un peu... on est dédoublé en permanence, donc c'est-à-dire qu'il faut arriver à un moment donné à s'arracher, parce que je suppose que c'est pareil pour vous. J'ai les odeurs dans le pif. Je me rappelle quand j'ai écrit Les 10 pirates, ça a été un énorme boulot, parce qu'en fait j'ai tout écrit en 3 mois, les 2 tomes. Donc je dormais avec, je vivais avec, c'était non-stop. Je dormais 3 heures par nuit et j'étais tout le reste du temps en train d'écrire. C'était un truc de malade. Et je me levais avec le roulis le matin. J'avais l'odeur de la poudre dans le pif.
Parce que non, c'était devenu... Oui, c'était devenu une urgence, je sais pas, il y avait une espèce d'urgence vitale pour moi et je ne peux pas expliquer que ça s'est fait comme ça. Parce que chaque livre aussi a son rythme d'écriture, a son propre tempo. On ne choisit pas. Enfin, c'est pour ça que je ne veux pas faire de plan. Parce que chaque fois que j'ai essayé de faire un plan, de toute façon, d'abord ça m'a gonflé très vite. J'arrivais rien à mettre sur le plan, je trouvais ça nul. Un jour, j'ai fini par en faire un. Je l'ai lu, j'ai dit bon, ok, je vais essayer de le suivre. Au bout du 3e chapitre, j'étais déjà ailleurs. Voilà. Donc voilà, parce que finalement, ce qui est le plus important, c'est pas le plan, c'est l'émotion. C'est ce qu'on va véhiculer, c'est les odeurs, c'est le parfum, c'est l'atmosphère, c'est vraiment toute cette émotion qui est là, qu'on ressent et qu'on va transmettre. Donc du coup, il arrive un moment où l'émotion, elle crée l'action, j'allais dire, parce que une décision qu'on prend, on la prend toujours sous le coup d'une émotion, quelle qu'elle soit. Bon, même si quand même, malgré tout, de temps en temps, on réfléchit avant de prendre une décision. Mais globalement, il y a 80% de nos réactions qui sont basées sur notre affectif, sur notre ressenti du moment. Quand on pique une colère, on la pique parce que c'est ce qui vient de se passer et génère la colère. Et tout ça, c'est ce qui va, pour moi, générer l'action. Même si elle est cloisonnée par des choses, tu finis par te faire bouffer, emporter, balayer, et finalement, c'est ça qu'on aime. Oui, et c'est aussi, je suppose, ce que vous aimez. Parce que vous êtes aussi masocho, quand même. Voilà. Moi, j'ai une petite question à vous poser à toutes les quatre. Maintenant, on rencontre de plus en plus d'écrivains et on voit que c'est vraiment des familles. Et là, ce soir, on a vraiment un plateau exclusivement féminin. Oui. Et vous rencontrez également des écrivains masculins qui sont dans la même partie. Est-ce que vous pensez qu'ils ont ce même besoin vital, ce même ressenti? Parce que là, on vous sent toutes les quatre, pardon, mais prise au tripes. Oui. Ça vous commande à un moment donné. Est-ce que vous pensez que les hommes ont ce même ressenti? Alors, je ne sais pas si c'est une question d'hommes, de femmes. Moi, je fais partie de la Ligue de l'Imaginaire, qui est une espèce de groupe de copains qui comprend beaucoup d'auteurs de polar. Sur Olivier. Oui, vous l'avez reçu, voilà. Donc, je peux parler d'eux parce qu'on se connaît très bien et je sais comment ils fonctionnent, comment ils travaillent. Il y a beaucoup, de plus en plus, je trouve, dans les auteurs qui arrivent là et qui sont issus du milieu de la télé, c'est-à-dire qui sont avant tout des scénaristes, qui sont complètement dans la construction. Tillier, par exemple, Franck Tillier, c'est un malade de la construction. Mais quand je dis malade, c'est que vous voyez les séries américaines où les mecs, ils ont des tableaux partout, avec des fils qui relient. Bon, le bureau de Tillier, c'est pareil. C'est exactement pareil. Tout est relié par des fils, tout est... maintenant, il a arrêté les fils, il a créé un logiciel qui fait la même chose. Mais donc tout est carré. C'est-à-dire qu'il est capable d'écrire le 21e chapitre avant d'écrire le 2e. Parce qu'il sait exactement ce que... Voilà, tout est... ce qui ne veut pas dire pour autant qu'il n'est pas dans l'émotion quand il va écrire. Mais c'est tellement structuré que moi, si je m'enferme là-dedans, j'ai l'impression d'être un robot et du coup, je ne peux plus rien laisser passer, quoi. Comme, moi, ce qui vraiment me porte, c'est-à-dire que si je pleure, si je ris, si je rogne, si j'ai envie de tuer quelqu'un, je sais que derrière, le lecteur, il aura la même émotion que moi. Si je me dis, bon, là, il faut qu'un tel il tue un tel, là, il faut que là, il rigole, là, il faut qu'il ça... Pour moi, ça n'apporte rien. Alors, je pense que c'est plus une question de génération que d'homme, en fait. Moi, je crois que c'est une question de sensibilité, de nature. Oui, bah oui. Oui. Mais un écrivain homme peut se mettre dans la peau d'un personnage féminin. Prenons Flaubert. Oui, bien sûr. Bovary, c'est moi. C'est pour ça que je pense que c'est plutôt... C'est pas un problème homme-femme. Non, je pense que c'est plutôt cette nouvelle génération qui arrive vraiment de... On en a beaucoup maintenant de romanciers qui arrivent de ces milieux, qui sont d'abord des scénaristes à la base, et qui avant de construire... j'allais dire, c'est terrible ce que je suis en train de dire. Avant de construire l'émotion, construisent le fil du livre. Nous, on est... Les éditeurs poussent un peu à ça. Ah oui, mais parce qu'en fait, non, mais malgré tout, vous allez me dire si je me trompe, vous qui êtes dans le public,
Avant, on voyait des gens partout avec des livres, dans le métro, tout ça. Aujourd'hui, on les voit sur des tablettes en train de regarder des séries télé. Et les séries télé sont toutes construites de la même manière, très formatées, avec tout un tas de règles, tout un tas qui sont issues des auteurs américains, hein, qui ont formaté véritablement le canevas du roman, les Connelly et autres. Donc à partir de là, je pense qu'il y a une évolution du roman dans cet esprit-là. Alors je parle de roman, et c'est vrai que ça obéit davantage aux règles du polar, ça obéit davantage. Quand on sort du cadre, ce qu'on fait, les quatre, hein, effectivement, on est hors ce cadre-là. Il y a encore beaucoup d'auteurs, heureusement, qui sont hors ce cadre-là, et c'est ce qui fait la variété et la richesse de la littérature, quelle qu'elle soit, que ce soit une littérature populaire ou une littérature plus élitiste. Par contre, je pense qu'on tend de plus en plus vers des romanciers qui seront j'allais dire, presque des sources pour les séries de télé. Parce que moi, la première, avant, je regardais jamais une série télé. Ça me venait même pas à l'idée. Aujourd'hui, je trouve que je suis rentrée dedans une fois, je me suis dit, mais c'est pas mal foutu quand même. Et on se laisse piéger. Oui, il y a déjà beaucoup de séries qui sont inspirées de romans à succès. Ouais. Alors moi, je suis des adaptations. Je suis pas tout à fait d'accord. Je trouve pas que. C'est-à-dire qu'en fait, je pense qu'il y a énormément d'imagination dans la série télé. C'est clair. Oui, mais il faut qu'un scénariste. Waouh. Quelle puissance imaginative, quoi. Quelle force, quel désir justement d'aller voir la suite. Et je trouve quand même que à partir du moment où on trouve dans la série télé, à partir du moment où tu rentres dedans, tu trouves quelque chose qui va te correspondre. Forcément, il y a tellement de choses différentes. Alors c'est sûr, ouais, je trouve que... C'est très construit. Mais je trouve que c'est quand même... Ah, c'est génial. Magique, quoi. Tu vois, c'est magique, c'est quelque chose de... La structure est un peu toujours la même. Mais pas du tout. Moi, je trouve pas du tout que la structure soit toujours la même. Mais alors, pas du tout. Vous regardez La Servante écarlate et vous regardez, je sais pas moi, Game of Thrones ou Walking Dead ou Six Under Feet. Mais c'est que des trucs incroyablement différents. C'est des univers complètement fous. C'est un truc qui fonctionne simplement, c'est vrai, sur le désir. Mais c'est le feuilleton, quoi. Oui, c'est ça. C'est le feuilleton. C'est Eugène Sue, c'est le feuilleton. Ça fonctionne sur le désir. Il faut avoir envie de regarder le suivant. Et c'est tellement fort et tellement puissant que moi, personnellement, je commence et j'y suis encore à 5h du matin. Parce que je regarde celle d'après, celle d'après, celle d'après, celle d'après, ou alors c'est terminé. Ça ne me correspond pas de désir, j'arrête, quoi. Mais il y a quelque chose d'une force incroyable dans la série. Et je comprends. Je comprends que les petits jeunes ils soient bouffés par la série et qu'ils lisent moins. Je le comprends. Absolument. Alors après, cette question de homme ou femme, non, je pense que vraiment c'est une question de personnalité, c'est pas une question de sexe. Je pense que vraiment... En revanche, il y a un truc quand même à dire, c'est-à-dire que quand j'étais gamine, je me souviens d'avoir eu du mal à trouver de vraies héroïnes dans lesquelles me projeter. Il y avait de grandes femmes au théâtre, dans les pièces de théâtre, il y a des grandes héroïnes, mais sinon c'est vrai qu'être Madame Bovary ou Manon Lescaut, alors il y avait la littérature anglaise, mais dans la littérature française, dans le roman français, c'était incroyable, le vide. Donc c'était pas grave. En tant que fille, je pouvais très bien être Julien Sorel, être Rastignac, je pouvais très bien. Je pouvais absolument. Donc les filles, les femmes, ont pris l'habitude d'être des hommes dans la littérature en France. Elles ont pris cette habitude. Les lectrices ont été des gars sans problème. Le contraire a été un peu plus difficile. Les séries américaines ont permis, par exemple, l'émergence de grands comédiens, les Steve McQueen, les Clint Eastwood. C'était pas vrai pour des acteurs comme Marlon Brando, où il n'y avait pas les séries. Et Marlon Brando sont apparus avec des films comme Sur l'été. Et après, on peut apparaître des acteurs de série. Marlon Brando étant un modèle pour tous les acteurs américains qui sont appelés de Joseph Zee, c'est le modèle. Donc vous voyez, pas avec la série, etc. Moi je vois les premières séries. Steve McQueen, j'ai appris avec Steve McQueen. Au nom de la loi, oui. Au nom de la loi. Ah oui, c'est vrai. Et après, il a fait autre chose.
Mais c'est-à-dire qu'en fait, à cette époque-là, finalement, c'était surtout la série plus que le feuilleton, on va dire. Alors qu'aujourd'hui, la grande force, c'est le feuilleton. Et le feuilleton, c'est vraiment le désir. La série, c'est autre chose. C'est-à-dire que chaque épisode se boucle et on a le plaisir de retrouver le héros qu'on aime dans une autre aventure. Or là, vraiment, la plupart, on attend la saison d'après parce qu'on reste affamé. On reste affamé. C'est un peu le principe normalement de la BD. Ce qu'on m'avait dit quand j'ai commencé la BD, chez Casterman, on m'a dit il faut à la fin de chaque deuxième planche, en fait, qu'on ait envie de tourner la page. Et c'est le principe de la série. À la fin de chaque épisode, enfin du feuilleton, pardon, plutôt que de la série, à la fin de chaque épisode, il faut avoir envie de regarder le suivant. Et ça devient, c'est comme des cacahuètes, quoi. C'est vraiment addictif. Alors sur le plan de la lecture, pour en revenir à ça, pour en revenir aux héroïnes, aujourd'hui, on a des héroïnes. On a vraiment des héroïnes. Mais je pense que c'est beaucoup plus compliqué, je le vois dans les classes, hein, c'est beaucoup plus compliqué pour les garçons de devenir des héroïnes. C'est étonnant, c'est super étonnant ça. Parce que pour les filles, ça pose aucun problème, parce qu'on a une sorte d'héritage, comme ça, on a été des hommes, là, à travers nos lectures, depuis très longtemps. Mais pour les garçons, c'est un peu plus compliqué de devenir une fille, d'être vraiment dans le corps d'une fille, d'être vraiment... Voilà, c'est plus difficile. Alors, évidemment, Madame Bovary. Mais Madame Bovary, est-ce qu'on est vraiment dans le corps de Madame Bovary? Est-ce qu'on voit Madame Bovary jouir? Est-ce qu'on voit Madame Bovary avoir ses règles? Est-ce qu'on voit Madame Bovary accoucher? Non, on la voit mourir. Mais on n'a pas le corps de Madame Bovary. Vous voyez, c'est étonnant quand même. Et c'est là que il manque quelque chose. Pareil sur on parlait des femmes et de ce qu'on sait des femmes. Le corps féminin a été extrêmement muet. Il a été tu dans la littérature, mais d'une façon extraordinaire, magnifique ce silence, magnifique. Je m'intéresse particulièrement aux règles. Les règles, on parle, justement, tu parlais de la vie quotidienne. Alors, la vie quotidienne, qu'est-ce que les femmes mettaient pour arrêter le flux, le sang? Bon, moi je me suis dit, des tissus, c'est ce que je dis à la fin du 19e, dans le cœur cousu, ça commence par les premières règles, sa mère me donne des tissus, il ne faut pas qu'elle se tâche et tout. Mais après, je me suis renseignée un peu de nouveau, parce que j'ai dû retravailler là-dessus pour un scénario, justement, et je me dis, mais c'est pas possible, puisque le vêtement féminin était ouvert. Le vêtement féminin était ouvert, les culottes étaient fendues, ou pas de culottes, jusqu'à la guerre de 14, jusqu'à la fin de la guerre de 14, sauf pour les petites filles. Le vêtement masculin s'est fermé, le vêtement féminin est resté ouvert. Comment mettre des tissus dans un vêtement ouvert? C'était juste pas possible. Alors j'ai cherché dans la littérature. On parle des règles, mais on ne parle pas de ce que mettaient les femmes. Dans l'Antiquité, elles mettaient des tampons à base de papyrus. Mais après, avec le christianisme, interdiction de se mettre quoi que ce soit dans le vagin. Pas le droit. Et le vêtement ouvert. Donc, dans la littérature, il n'y a rien. Mais rien. Le néant. C'est hallucinant. Parce que c'était quand même un truc... forcément, les femmes, elles se coltinaient ça, quoi. C'était pas rien. Alors certes, j'ai demandé à des historiennes du féminin à l'époque, quand j'ai commencé à m'intéresser à ça vraiment, et elles m'ont dit, ah mais si, il y avait des tissus, puisque quand elles étaient dans des familles un peu aisées, en fait, on voyait en lavant le linge, si oui ou non, elles avaient ou pas leurs règles, donc si elles étaient enceintes. Je dis, oui, mais est-ce que c'était du linge spécifique? Est-ce qu'elles avaient du linge spécifique à ce moment-là, ou est-ce que c'était juste leur drap, leur linge qui était taché, quoi? Parce que moi, ce que j'ai vu, c'est que non, il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Tu avais les moyens, tu gardais ta chambre. Tu n'avais pas les moyens, tu allais à l'atelier et tu saignais. Et il y avait de la sueur au sol dans les ateliers féminins. Donc j'ai demandé ça, et les historiennes en question m'ont renvoyé un mail en me disant il n'y a que les hygiénistes allemands, de ce que j'avais trouvé, la sueur au sol et tout, qui parlent de ça. Et non, il n'y avait rien. On laissait couler. Eh bien, imaginez quand même ce que ça voulait dire de laisser couler. Qu'est-ce que ça veut dire?
Et voilà, et donc toi, en tant qu'historienne, tu fais la moue, comme si c'était pas possible. Eh bien, tu regarderas. Les premières, c'est les Américaines, qui ont inventé, à la fin du 19e, des petites ceintures avec des boutons et qui laissaient tout. Sinon, non, on laissait couler. C'est pas... Et l'impureté féminine, du coup, on la comprend mieux. C'est-à-dire, dans les textes saints, on n'a pas le droit d'enjamber, quand on est une femme, un objet saint. Ben, si tu laisses... évidemment, les femmes sont privées de lieux saints. Parce que, comme le disait mon voisin qui était chirurgien, oh, mais dis donc, ça devait puer. Parce que les femmes, elles ne pouvaient pas se laver constamment les habits. C'était pas possible, après leurs 14 heures de travail. Et sans l'eau courante et sans rien. Donc forcément, il y avait une sorte de barrière sociale comme ça entre celles qui pouvaient tenir leur chambre et celles qui ne pouvaient pas. Et donc qui repartaient au travail avec leur jupe tachée parce que les hygiénistes allemands disent qu'il faut qu'elles se changent. Mais c'est pas possible. Mais c'est pas possible pour toutes les couches sociales. Mais c'est pas possible d'avoir suffisamment de jupe pour tenir. Donc moi, logiquement, ce que j'imagine, c'est qu'elles attendaient que ça soit fini, et puis paf, la lessive, c'était quand même des trucs énormes à l'époque, c'était pas rien. Donc imaginez comment elles étaient marquées, stigmatisées. C'était une habitude, hein, les odeurs et tout, forcément tout le monde puait, mais là ça devait être vraiment terrible, parce que le sang, c'est dur. Hein. Mais quand on nous enseigne l'histoire, on nous enseigne pas les odeurs. Hein. Non, parce qu'il n'y a pas de et traces c'est dans les... super intéressant. Mais il y en a, bien sûr, bien sûr. L'histoire sociale était... Il y a des historiens qui s'y intéressent, mais là, tu vois, par exemple, ça, c'est quand même un creux, quoi. C'est quand même un creux. Après, tu te rends compte, quand tu travailles là-dessus, sur les règles et tout, qu'en fait, il y avait peu de règles. Les femmes, en tout cas à l'époque médiévale, elles étaient réglées très tard, contrairement... et puis, elles enchaînaient les grossesses. Donc, comme elles enchaînaient les grossesses, finalement, le fait d'avoir ces règles était quelque chose d'assez peu habituel. Pardon. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans le public? Non, Bénédicte, on n'a pas beaucoup entendu. Non, mais... C'est parce qu'il y a des grosses bavardes aussi, c'est ça en fait. Hein. Donc... Non, en tout cas, sur le masculin-féminin, je ne crois pas qu'il y ait une différence, effectivement. Je crois que c'est une histoire de sensibilité. Il y a des hommes qui ont une sensibilité qui fait qu'ils seront plus dans l'émotionnel, et des femmes qui seront très cartésiennes, qui vont construire des plans. Sur les séries là dont on a parlé, moi, je ne regarde pas les séries parce que je suis quelqu'un qui aime beaucoup rêver et qui a besoin de temps d'oisiveté, nécessaire. Et les séries, c'est épouvantable, c'est chronophage. Ceci dit, depuis une semaine, j'ai Netflix, donc je pense... C'est foutu. Ouais, je crois. Parce que quand même, ça a l'air tellement bien. Tout le monde m'en parle. Donc je me dis, il faut que j'y aille. Donc, mettre les plans. Il y a à voir et à manger, il y a des choses vachement bien. Non, mais il y a des trucs vachement bien. Donc je pense que je vais essayer de trouver une façon de faire qui ne va pas me prendre trop de temps. Après, je pense que ce serait une erreur d'imaginer... Enfin, ce que tu racontais sur les romanciers, là, comme ça, qui décryptent tout. Alors moi, je suis anti-plan, je suis incapable de faire un plan. La seule fois où j'ai fait un plan, il était très très beau, il était magnifique, mais j'ai rien pu écrire. J'ai jeté le plan et là, j'ai commencé à écrire vraiment. Donc, je pense qu'on ne peut pas appliquer au roman ce qui se passe pour les séries, parce que ça peut fonctionner s'il y a le désir dont tu parlais. Si c'est là, tout fonctionne si le désir est là. Moi, par exemple, quand je travaille, je m'occupe de mon plaisir à moi, de mon désir à moi, c'est-à-dire, je ne termine jamais un chapitre fini. Si je vais me coucher le soir quand je suis en phase d'écriture, je lance le chapitre, enfin, la scène qui va suivre et tout, je la commence à peine, je l'esquisse, et c'est génial, parce que je m'endors avec cette espèce de jouissance à venir de la scène à écrire, et c'est beaucoup plus facile. Donc oui, le désir, je crois que le désir, c'est ça qui m'importe. Donc je ne m'inquiète pas trop. Mais je pense qu'il y a une demande. Ça, par contre, je suis persuadée qu'il y a une demande de la part des éditeurs, une demande de la part de beaucoup de corporations pour rentrer dans un moule avec effectivement ce fameux truc. C'est un peu chiant. Il y a des ateliers d'écriture aussi qui, tu vois, c'est, je sais plus comment ça s'appelle, les grands ponts de la narration. Par exemple, l'anatomie du scénario de John Truby, c'est une Bible comme ça. Moi, j'ai fait une masterclass de lui et tout, mais quand je commence à regarder ça en me disant, faut que mon personnage...
Ah, t'as fait une masterclass de... Moi, ouais, mais ça me donne pas envie. Je trouve ça merveilleux à entendre, je trouve ça super drôle, c'est vachement bien organisé, je sais pas, voilà, c'est des jolis chefs d'orchestre, mais moi, ça marche pas. Mais c'est terrible parce que là, tout se ressemble. Alors moi, Béné, j'ai une question à te poser parce que on remarque, mais oui, on remarque que dans toi, justement, contrairement finalement à moi et à Mireille, je pense que tu t'intéresses vraiment au personnage masculin. Ah oui, alors moi, oui, d'ailleurs, il faut que j'en sorte parce que... Non, mais c'est vrai, j'ai que des héros masculins, moi, quasiment. Alors la prochaine, non, c'est une femme. Donc, mais oui, c'est vrai qu'en fait, je me sens, jusqu'à présent, je me suis sentie beaucoup plus à l'aise dans les personnages masculins. Je suis très heureuse d'être un homme dans mes personnages. Ce que j'aurais voulu savoir, c'est que vos personnages vivent et naissent à travers l'écriture, ou est-ce que déjà vous avez votre postière, par exemple, on ne va pas être seul dans le livre, hein. Donc déjà vous avez des personnages qui sont autour d'elle, ou est-ce que ça vient à travers l'écriture? Il y en a qui viennent à travers l'écriture. Forcément. Moi je me rappelle une fois, c'était très drôle. Parce que au début, j'étais en train d'écrire Le Bal des Louves, et il y avait beaucoup de personnages déjà dans Le Bal des Louves. Et puis, j'étais dans une salle comme celle-ci, évidemment dans le livre, hein, où quelqu'un prend la parole, il y avait un groupe de gens qui discutaient, voilà, très impliqués. Et puis, à un moment donné, il y a un mec qui se décolle d'un pilier et qui se met à parler. Et là, je m'arrête, je me dis, qu'est-ce qu'il fout là, lui? Mais qu'est-ce qu'il fout là, celui-là? Parce qu'en plus, ce qu'il dit, c'est vachement intéressant. J'y avais pas pensé, chouette. Bon, je le laisse finir son truc, je suis polie, je le laisse finir son discours. Et puis, je me dis, bon, allez, hop, c'est bon, il y a un personnage secondaire, il intervient. Non, mais 2 chapitres après, il réapparaît, quoi. Et là, je me dis, non, mais franchement, non, mais je t'ai pas demandé de venir, toi, mais qu'est-ce que tu fabriques là? Qu'est-ce que Et brusquement, il avait pris une importance capitale, alors que je lui avais vraiment rien demandé, et je me suis rendu compte qu'en fait, c'était un personnage qui allait devenir un pivot et un personnage clé du livre. Alors que franchement, j'en avais largement assez, que j'avais pas besoin d'en rajouter un, mais je l'avais pas du tout, mais alors vraiment pas du tout vu venir. Et je me souviens de ce truc-là, il se détache du truc et il se met à parler, mais je me suis arrêtée net et j'ai dit, mais qu'est-ce que tu fous? Voilà, donc il y a ceux qui sont là parce que, dans le cadre, en tout cas, du roman historique, ils sont un petit peu imposés par les événements, donc les incontournables. Autour d'Aliénor gravitaient un certain nombre de personnes qu'on ne peut pas écarter, par exemple. Mais il y a tous ceux qu'on ne prévoit pas et qui ont joué des rôles. Et quand on fait des recherches véritablement pour se dire est-ce qu'il est hypothétiquement logique, ce mec-là, ou on s'aperçoit que oui. Parce qu'en fait, je l'ai retrouvé après dans l'histoire, avec un grand H. Et ben oui, c'était pas drôle, ça. Donc je l'ai retrouvé et il avait vraiment, il a eu une importance très grande à ce moment-là dans l'histoire que je raconte. Mais j'imagine que c'est pareil pour vous. Et puis petit à petit, ils se greffent, les autres, ils arrivent, quoi. C'est un petit peu comme vous dans la vraie vie. Enfin, nous, dans la vraie vie, je sais pas, on va se balader, puis on rencontre quelqu'un, on se met à discuter, et puis ça va devenir votre meilleur ami pour l'instant de vos jours. Et à la base, vous savez pas. Ou votre pire ennemi aussi, ça peut marcher. Oui, c'est le chemin, en fait, c'est le chemin qu'on fait à ce moment-là qui crée les choses. Je ne sais plus quel écrivain célèbre a dit l'écriture associe le mystérieux qu'elle parle. Et c'est vrai, il y a ça aussi. C'est-à-dire qu'il y a les personnages concrets, puis il y a ceux qui existent parce qu'ils nous parlent. Parce que ce qu'on ouvre des choses voilà, que nous-mêmes ne connaissons pas et qu'on découvre au fur et à mesure. Les personnages font partie de ça aussi. Les objets aussi. Des objets qui s'imposent. Il m'est arrivé dans un livre d'avoir un objet qui revenait, que j'enlevais à chaque fois, qui revenait, que j'enlevais, que j'enlevais. Je ne savais pas pourquoi, je l'ai laissé. Puis un jour, c'est un lecteur qui m'a expliqué. Des mois plus tard, il m'a dit ah, ça j'ai adoré. Oh, il m'a expliqué. Voilà, mais il faut savoir entendre aussi. Alors moi, contrairement à Mireille, je peux être dans l'histoire, mais je n'ai pas de personnage historique. C'est-à-dire qu'en fait, c'est que c'est une époque, et j'invente des personnages à cette époque, mais je n'utilise pas des personnages connus, célèbres, qui ont existé. Donc, par exemple, je sais que ça se passe du côté de Besançon, à une date particulière, sur les bords de la Loue, à Haute-Pierre, le lieu existe, mais le château n'existe pas à la base. C'est pas... en fait, il a existé, mais je ne savais pas qu'il y avait un château à l'endroit où je l'ai posé.
c'est les archéologues qui me l'ont dit et qui m'ont montré les ruines du château. Mais il n'est pas exactement à l'endroit où je l'ai posé, donc je leur ai demandé si c'était pas grave, si je l'avais déplacé et mis un peu à une centaine de mètres en fait. Bon, c'était pas grave. Donc j'invente tous les personnages. En revanche, des fois, je me dis, par exemple, j'avais besoin d'un archevêque pour du domaine des Murmures qui devait marier, enfin, il devait normalement célébrer la noce les noces d'Esclarmonde, où Esclarmonde dit non, et il fallait que, et dit non, je veux être recluse, et il fallait qu'il soit suffisamment puissant, cet homme-là, pour imposer à son père qu'elle soit recluse, que le mariage n'ait pas lieu. Donc je m'étais dit, oh, ça doit vraiment être un évêque. Bon, il se trouve que là-bas c'est un archevêque à Besançon, et j'avais imaginé que cet archevêque resterait près d'Esclarmonde quand le père partirait en croisade et tout machin. Et là je me suis dit, voilà, j'ai une date précise, il faudrait quand même aller voir qui était cet archevêque, parce qu'il y a un archevêque. Donc j'ai cherché. Et en fait, il n'est pas du tout connu, cet archevêque. Donc j'ai cherché, j'ai trouvé dans les croisades de Michaud, parce que malheureusement, tout ce qu'on dit de cet archevêque, c'est qu'il est mort devant les murs de Saint-Jean d'Acre. Donc il est parti en croisade. Donc je me suis dit, ah ben non, je ne peux pas mentir, je ne peux pas rester avec Esclarmonde, il n'a pas le droit, il doit partir en croisade avec le père, il est obligé, puisqu'en fait il est mort sous les murs de Saint-Jean d'Acre. Donc ça me cassait les pieds, mais vous ne pouvez pas vous imaginer, j'avais imaginé un truc complètement différent. Mais il y avait quelque chose qui me sauvait le personnage et qui me le rendait hyper intéressant. C'était que, en fait, Michaud disait qu'il était parti, il était mort sous les murs de Saint-Jean d'Acre après avoir inventé une machine de guerre exceptionnelle. Et je me suis dit, cet archevêque fou de machine de guerre, c'est génial. Donc ce type est hyper intéressant. Donc, ok, je me suis servi, j'ai utilisé ça, de la réalité, en fait, en tout cas de ce qui était dit de cet homme-là. Après, si ça se trouve, c'était pas vrai, j'en sais rien. Mais en tout cas, des seules traces qui restaient de cet homme-là. Donc voilà, le personnage, il peut se remplir de tout. Le personnage, il peut naître d'une fleur, c'est bête, hein, mais d'un documentaire sur les fleurs, les fleurs de tournesol, les fleurs héliotropes. Ah, c'est trop beau une fleur héliotrope si je fabriquais une femme héliotrope. Bon, et je fabrique une femme qui s'appelle Clara et qui dans Le cœur cousu, en fait, suit le soleil toute la journée et tout ce qui brille. Et à partir du moment où le soleil se couche, bon, elle aussi. Et elle est bête, mais elle est très poétique. Elle est très belle et blonde. Et voilà, et on peut se servir de tout, en fait, pour fabriquer un personnage. Et ce qui est beau dans ces personnages, et c'est ce que je trouve tellement extraordinaire, c'est que c'est des autres, c'est pas moi. C'est ce que tu disais, c'est des autres, ok. C'est comme un rôle, c'est vrai, mais du coup tu t'intéresses un peu à l'autre puisque tu le bricoles, tu le fabriques à partir de quoi? De gens que tu connais, que tu as rencontrés, de ce que toi tu as ressenti, de ce que tu as l'impression qu'ils ont ressenti. Donc ce personnage est un peu de toi, un peu de ta mère, un peu d'un passant, un peu, tu pousses les curseurs et t'envoies ça à un inconnu qui va attraper le livre et qui va s'imaginer ce personnage à partir des émotions qui sont les tiennes, à partir des émotions qui sont les tiennes que tu auras mis dans le personnage, à partir de cet autre que tu auras fabriqué, il va fabriquer encore un autre. C'est fabuleux parce qu'en fait, sans se connaître, on travaille sur nos intimités parce qu'il va fabriquer cet autre à partir de ses propres souvenirs, à partir de ses propres émotions, à partir de sa propre sensibilité. Et la sensibilité de l'auteur et la sensibilité du lecteur vont se croiser comme ça et donner le et les personnages. Comme si c'était nos enfants, vous voyez? Comme si nos deux imaginaires conjugués fabriquaient quelque chose. Moi, je trouve ça génial. Je trouve ça génial. Et bien entendu, on est déçu quand on voit un film d'un roman qu'on a aimé, puisque en fait, c'est pas le personnage qu'on a imaginé parce qu'on l'a déjà construit, conçu. C'est notre personnage. C'est notre personnage. C'est beau ça. Il y a une petite fille que j'ai adorée qui m'a dit que pour le premier roman jeunesse là, elle a assisté à une rencontre comme ça et à la fin elle est venue me voir. Elle m'a dit, vous savez, ça s'appelle L'œil du témoin. L'œil du témoin, c'est moi qui l'ai écrit.
Les personnages, c'est moi qui les ai inventés. Mais c'est pas grave, hein, je vous trouve très sympathique. Donc on peut partager. Mais j'adore parce que c'est exactement ça. C'est exactement ça le travail du lecteur. C'est exactement, c'est son roman. Je suis complètement d'accord. C'est ses personnages, c'est à elle. Elle a mis tous les trucs qu'elle connaissait, ce qu'elle pensait de la colonie de vacances et tout, elle l'a mis, ce qu'elle pensait. Elle a fabriqué ça. Donc c'est à elle. Et c'est d'ailleurs quand certains lecteurs, quand ils racontent l'histoire, enfin, quand ils donnent l'appréciation du livre qu'ils ont lu, qu'ils racontent l'histoire de l'histoire qu'ils ont lu, c'est extraordinaire parce qu'en fait c'est fabuleux parce qu'on voit l'autre histoire derrière. Et moi je trouve ça merveilleux parce que c'est comme s'ils faisaient grandir les personnages. Et voilà, et tu dis qu'ils ne restent pas là uniquement à côté de toi, ils vont partir avec d'autres aussi. C'est beau, c'est vrai que c'est très beau, c'est très très beau, vraiment. Donc en fait, les fameux personnages, c'est vous qui les inventez aussi. Tu vois? Vous êtes des écrivaines toutes les quatre, mais vous êtes des lectrices aussi. Vous avez vu le sondage qu'il y a eu dans le monde il y a 2 ou 3 mois, ils avaient fait 30 000 lecteurs, tout âge confondu. Ils ont demandé quels sont les 10 ouvrages qui ont le plus compté pour vous. Alors moi j'étais vexé parce que je ne savais pas le premier et je n'avais jamais lu. Je ne suis pas revenu, qu'est-ce qui vient en tête? C'est quoi? C'est le Petit Prince? Oui. Non, C'était une sélection. Qu'est-ce qui est venu en tête? Harry Potter. Exactement. C'est Harry Potter. J'ai jamais lu Harry Potter. J'avais Proust derrière, j'avais la promesse de Gary, la promesse de l'eau, l'étranger. Je n'avais pas Harry Potter. C'est une caractéristique. Ah mais c'est très bien Harry Potter, moi j'ai adoré Harry Potter. Je ne pensais jamais qu'il pouvait arriver en tête dans la lecture, dans la littérature française. Mais c'est pas... C'est pas si étonnant que ça. C'est Harry Potter qui met largement en tête et tout étranger à son compte. Oui, parce que c'est un roman d'initiation et qui a marqué toute une génération. Complètement, donc forcément ça a marqué. Les parents. Moi ça m'étonne pas. Non, moi ça m'étonne pas du tout. Ça m'étonne pas du tout. Sur plus de 30 000 lecteurs. Oui, c'est tout joyeux. Moi j'adore la peste, alors je peux pas dire. Je peux pas dire. J'adore la peste. Ah non, pas C'est moi. pas le même genre. Donc le second c'était Proust. Il était chez soi. Je l'avais, j'ai eu peur. Alors il nous reste à remercier nos auteurs d'être venus ce soir sur la scène du studio Raspail. C'était très très intéressant. Merci à vous pour cette invitation. Merci d'avoir été là. Vous retrouvez les auteurs dans le hall pour les séances de dédicaces. Il n'y a pas de J.K. Rowling apparemment, mais tant pis pour elle. Merci à Daniel et Dominique, la Société littéraire pour l'organisation, à Jackie que vous retrouverez au guichet pour les livres, et à Jean Didier, le régisseur du studio Raspail. Merci à vous tous.